Allô Florian. Bonjour Zina. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Résilier, notre émission littéraire sur les livres qui parlent de crise, qui nous aident à les traverser, en tout cas à mieux les comprendre éventuellement. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que même la peur de la crise devient une crise à part. En tant que bonne Allemande, je suis pétrifiée, mais j'essaie de travailler quand même. Et je trouve que le livre dont on va parler aujourd'hui a vraiment fait du bien parce qu'il n'hésite pas de parler des grands sujets de l'humanité. Je parle de Le Buffle blanc de Ernst Wiechert, que vous allez publier aux éditions du Typhon en février 2023. Vous avez déjà publié un roman de lui, le roman d'un berger. Et nous avons fait un épisode dessus, donc j'invite tout le monde de regarder celui-là. Mais peut-être tu peux quand même nous répéter un peu qui c'est cet auteur, Ernst Wiechert. Bien sûr. Donc Ernst Wiechert, c'est un auteur allemand, mais qui est né, qui a grandi en Prusse orientale, aujourd'hui dans un territoire qui est un territoire polonais. Ernst Wiechert, c'est un auteur vraiment aimé dans les années 20, et en 1933, au moment de l'arrivée des nazis au pouvoir, son œuvre n'a pas été considérée par les nazis comme étant une littérature dégénérée. De ce fait, Ernst Wiechert a subi ce malentendu et en a été vexé en se disant « Attendez, moi je ne suis pas du côté des nazis, je ne suis pas du côté des forts, je suis du côté des faibles, je ne suis pas du côté des vainqueurs, je suis du côté des humbles. Donc il faut que j'écrive un livre qui prouve ça, qui prouve sa véritable orientation politique, idéologique et esthétique. » Et ce premier livre, c'était Roman d'un berger, effectivement, dont on a déjà parlé. Et dans Roman d'un berger, on voit l'histoire d'un humble. Voilà, un humble Michael, fils d'une veuve, un berger, qui non pas va devenir roi, va non pas s'anoblir, mais va s'ennoblir. Ce texte-là, Goebbels, le ministre de la Propagande, l'a lu et il notera dans son journal intime littérature de couille molle. C'est sa formule, hein, Weich Ei Literatur. C'est-à-dire vraiment l'idée que, en fait, non, les nazis s'étaient trompés sur Wiechert, ce n'était pas l'un des leurs. Wiechert, de son côté, il va enfoncer le clou avec un texte supplémentaire qui est encore une fois non pas du côté des forts, mais du côté des faibles, non pas du côté des vainqueurs, mais du côté des vaincus. Ce texte-là, c'est le texte dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Le Buffle blanc. Et est-ce qu'on va retrouver le style d'Ernst Wiechert? Si on a aimé le roman d'un berger, est-ce qu'on va aimer celui-là? Et est-ce qu'on trouve aussi les sujets qui sont si importants pour lui? Alors, évidemment, on l'espère, mais on remarque quelque chose chez les grands auteurs, c'est que leur style a quelque chose du fleuve. Alors, non pas dans le sens de roman fleuve, mais dans le sens du fleuve, dans la mesure où c'est toujours la même chose qui change en permanence. Ce qui veut dire qu'à la fois on retrouve des éléments de roman d'un berger, mais on a également la nouveauté, peut-être une stylisation encore plus grande et l'aspect fable qui domine davantage que dans Roman d'un berger. C'est une piste. Alors dans Le Buffle blanc, on va se retrouver dans la forêt, mais cette fois-ci c'est une jungle. On se retrouve en Inde, au bord du Gange. Et le roman commence avec la naissance d'un petit garçon. Est-ce que tu veux nous présenter cet héros et l'histoire qu'il va vivre? Effectivement, donc naissance de ce petit garçon dans un petit village qui se trouve non pas comme dans Roman d'un berger en Prusse orientale, mais cette fois-ci en Inde. Et c'est un petit village au bord d'un fleuve, un petit village pauvre. Et ce petit village est souvent menacé soit par les attaques de la nature, ça s'appelle des tigres, ou menacé par des mercenaires à la solde du tyran. Et ces mercenaires viennent racketter les villageois. Cet enfant, il grandit comme les autres enfants, et à l'adolescence, il assiste à une scène de raquette. C'est-à-dire que vous avez les mercenaires qui arrivent, ces mercenaires vont racketter l'ensemble du village, et le village subit. Lui-même, ce petit enfant, il est traumatisé par ce qui se passe, parce qu'il voudrait agir, il voudrait faire quelque chose, il voudrait se rebeller, mais il est trop jeune et il a peur que son acte, en fait, se retourne contre le village. Et donc, il va se mettre à réfléchir, ça c'est la première partie. Cette première partie, c'est que faire contre la violence. Et il décide de prendre l'épée. Mais là, déjà, il est différent que les autres enfants, parce qu'on va le découvrir dans l'extrait qu'on va lire après, mais dès la naissance, il est un peu différent des autres. Alors, effectivement, parce qu'on le découvrira dans l'extrait, mais quand il naît, l'ancien du village meurt. Et ce rapprochement entre la vie et la mort crée une sorte de malédiction ou de présage en disant que cet enfant aura un destin hors norme. Et dans ce destin hors norme, il fera peut-être couler le sang. Donc c'est la première partie, qu'on ne va pas tout dévoiler, mais il y a quelque chose du rapport à la violence. Et seconde partie, il revient dans son village d'enfance en se demandant s'il a bien fait et quelle est la voie qui va mener à la justice. Et dans cette seconde partie-là, un buffle blanc est tué. Et il va demander justice au tyran, au souverain, en disant que ce buffle blanc tué par un mercenaire, c'est l'acte même d'une injustice qui doit être réparée. D'accord, il y a donc un vrai développement du héros et son histoire. On va peut-être lire un extrait pour découvrir donc la naissance de ce petit garçon.
Je vais commencer en allemand. Lange vor der Zeit, in der zum ersten Mal über dem niedrigen Stand der ostindischen Küsten die Flagge des christlichen Abendlandes erschien, wurde in einem kleinen Dorf an den Ufern des Ganges ein Knabe geboren, den die Eltern Vasudeva nannten. Es geschah nichts Besonderes bei seiner Geburt, außer dass der leise Schmerzenslaut der Gebärenden von dem Todesschrei des Dorfältesten übertönt wurde, der frierend in der Abendsonne über dem Ufer gesessen hatte, die halb erblindeten Augen in das Strömen der heiligen Wasser gerichtet und den der Tiger aus dem Dschungel geholt hatte, das gleich an der Hütte des Neugeborenen begann. Der Mutter war es, als hätte sie vor der Tür einen Schatten gesehen, der einen anderen Schatten trug, und als hätte das Rohr der niedrigen Hütte geknistert wie unter dem Sprung eines darübersetzenden Tieres. Merci. Alors, donc en français, bien avant qu'un drapeau de l'Occident ne flottât sur les plages aux confins de l'Inde orientale, un petit village sur les rives du Gange vit naître un garçon que ses parents nommèrent Vasudeva. L'accouchement se déroulait sans mal jusqu'à ce que les chuchotements douloureux de la mère fussent couverts par un cri. Transit froid sous le soleil couchant, l'ancien du village, qui restait assis à porter ses yeux à moitié aveugles sur le flot des eaux sacrées, avait hurlé de douleur. Un tigre l'avait attaqué. Désormais, l'animal tournait autour de la lisière de la hutte du nouveau-né. À travers les rideaux, la mère aperçut une ombre qui entraînait une autre. Puis le bruit des morceaux de bois se brisant laissa penser qu'enfin l'animal s'enfuyait, avec sa proie en bondissant. Le regard de la mère se reporta aussitôt sur le nourrisson qu'on lui tendait. En le prenant dans ses bras, les lamentations dans les rues du village s'estompèrent en elle, faisant place à un lointain grondement semblable à celui d'un fleuve ou du vent sur un sommet. Seul paraissait réel à ses yeux le crépitement rougeâtre des roseaux dans le vieux poêle et le tranquille reflet du feu dans les yeux doux et insondables de l'enfant. Je trouve qu'on voit déjà très bien non seulement que c'est l'important là, c'est pas seulement l'histoire, c'est aussi le cadre dans lequel c'est posé. On voit que Wiechert, il a, comme beaucoup d'autres auteurs de son époque, une fascination pour l'Orient. Un Orient évidemment imaginé, c'est plus un lieu imaginaire qu'un lieu concret qu'on aurait visité. Pourquoi il a choisi ce décor? Pourquoi cette histoire se déroule en Inde? Alors oui, c'est une très bonne question. Ce qui est intéressant déjà dans le positionnement géographique de Wiechert, c'est qu'il est dans une certaine mesure entre deux mondes. C'est-à-dire que lui, venant de Prusse orientale, il n'est pas à Berlin, il n'est pas dans une capitale allemande, il se situe presque, on va dire, à la frontière de ce monde-ci. De l'Orient ? De l'Occident et puis de l'Orient, de l'autre côté. Et on voit dans son œuvre en fait une fascination à chaque fois pour ces deux, disons, lointains des grandes villes, lointains de Berlin, lointains de Cologne, lointains de Francfort, et une fascination également, comme tu le sais, hein, plein d'auteurs de cette génération, pour l'Orient. Et il sait que l'Orient est pratique. Pour quelle raison? Là, quand il écrit ce texte, les nazis sont au pouvoir et il veut dire quelque chose sur le pouvoir. Il veut dire quelque chose sur l'injustice, il veut dire quelque chose sur la démesure, sur l'hubris. Il sait qu'il ne peut pas le dire directement. Donc il va faire un petit peu comme Montesquieu et ses lettres persanes, il va se servir d'un ailleurs pour parler de ce qu'il a sous les yeux. Il y a un deuxième point qui est intéressant chez lui, c'est qu'effectivement, c'est un Orient fantasmé dans la mesure où il n'y est pas allé. En revanche, comme Wiechert lui-même s'intéresse énormément à la nature, il connaît bien cette nature-là et va l'étudier, la travailler, il fait en sorte que cet Orient ne soit pas qu'un Orient exotique, qu'on ait également un décor qui puisse prendre vie, qu'il puisse y avoir une attention sur les couleurs, sur les détails, où les choses ne sont pas simplement en papier peint, mais puissent faire sentir justement le passage de la vie. Donc c'est quelque chose qu'il a travaillé, et en ça on peut lui reconnaître encore une fois une grande attention aux êtres et aux choses. Après, il faut dire que le style reflète l'endroit. Je veux dire, c'est quand même pas les mêmes descriptions de la nature que dans le roman d'un berger. C'est beaucoup plus, bon, peut-être pas exotique, mais il essaye de décrire les couleurs, le côté magique d'une nature qu'il connaît peut-être pas forcément, qu'il a juste étudié, et on sent peut-être qu'il y a cette envie de la connaître, mais qu'il la connaît peut-être pas réellement, non ? Oui, c'est très juste. Et en plus de ça, on a quelque chose de global, on y reviendra peut-être, qui est une stylisation encore plus importante au niveau du récit, où on tend véritablement vers la fable. On passe de cette nouvelle roman à la fable aussi. Et parlant de la fable, c'est vrai qu'il y a plein de métaphores, d'allégories même, notamment les animaux. Il y a beaucoup d'animaux dans ce texte
qui prennent un rôle important. À la fin, il y a un singe qui va l'accompagner et bien sûr, il y a le fameux buffle blanc. Pourquoi autant d'animaux et qu'est-ce que c'est le buffle blanc? Alors, effectivement, on a cette figure centrale du buffle blanc. Donc, deuxième partie de ce roman-là, Vasudeva retourne dans son village. Et en retournant dans son village, il essaie de devenir enfin bon, de ne pas être dévoré par la violence. Il se demande ce qu'est le bien, ce qu'est la justice, où est-ce qu'il peut trouver véritablement la paix. Et alors qu'il se demande tout ça, alors qu'il essaie de retrouver ce qu'il pourrait être et de trouver une voie possible, on a des mercenaires du tyran qui passent dans le village et qui injustement tuent un buffle blanc. Et Vasudeva va vouloir demander justice au tyran en lui demandant un buffle blanc pour le plus pauvre du village, qui a été injustement dépouillé de son bien. Donc le buffle blanc, on voit que c'est un élément déjà symbolique, c'est la marque du pauvre, et cet élément symbolique va avoir un rôle très fort. Et puis, ce qui est intéressant chez Wiechert, c'est que malgré cet aspect de fable, on n'est pas que dans des éléments symboliques. La nature est là, et la nature est une nature qui compte autant. Et ça, c'est intéressant par rapport aujourd'hui à la nouvelle lecture qu'on peut avoir de Wiechert. C'est-à-dire qu'en gros, Wiechert, dans les années 70, on le comprenait très mal. On disait, mais Wiechert, c'est un auteur un peu ringard, c'est un auteur qui n'est pas du côté comme ça de la sensualité, c'est pas un auteur qui est du côté de la nervosité, peut-être que c'est un auteur qui est un auteur dépassé. Et aujourd'hui, tu l'as vu, on le voit en librairie, on le voit dans énormément de débats, on a tous ces questionnements autour du vivant. Et on se rend compte que les philosophes français, en tout cas, sont travaillés par cette thématique. On peut penser au philosophe décédé récemment, Bruno Latour. On peut penser au travail de Gaël Giraud. Où on a une interrogation en fait sur une limite d'une certaine modernité et sur un lien possible qui est un lien qui pense une structuration autre que la structuration de cette séparation entre nature et culture. Et mine de rien, Wiechert, là-dessus, c'est quelque chose qu'il avait senti, qu'il avait pressenti. Donc on se rend compte que cet auteur qui semblait déphasé est en phase complète avec notre époque, parce que notre époque s'interroge sur une nouvelle formulation de cette séparation entre nature et culture. Et dans cette mesure-là, les animaux sont essentiels, les plantes également, parce qu'elles environnent et elles font partie en fait du personnage, parce qu'elles sont traversées par la même chose que le personnage, c'est-à-dire une vie. En tout cas, Wiechert, il veut transmettre un message. Donc, au centre de cette histoire, Vasudeva va rencontrer donc un roi tyran, et ils vont avoir un dialogue philosophique en fait. Et là, il y a vraiment peut-être le sujet central, pour moi en tout cas, de ce livre, c'est-à-dire la question du pouvoir. Qu'est-ce qui est le vrai pouvoir? Comment se déroule ce dialogue et quelles sont peut-être les deux visions du pouvoir qui sont opposées ici? Alors, on voit effectivement qu'il y a cette figure du roi du tyran, et cette figure du roi du tyran, on est quasiment dans une lecture à la Bourdieu, c'est-à-dire on voit que le dominant est dominé par sa domination, et que ce roi qui est censé tout contrôler, qui est censé tout maîtriser, il est en fait contrôlé par sa propre peur de perdre le pouvoir. Et il fait régner cette terreur en étant lui-même intérieurement complètement terrorisé, complètement terrifié. Et l'autre personnage, le personnage principal, qui s'est rendu compte d'une certaine impasse de la violence, lui propose autre chose. Lui propose de sortir, si vous voulez, si on fait ça avec des termes très contemporains, d'une logique qui serait une logique de captation et une logique également du chacun pour soi, parce qu'on sait depuis le philosophe Régis Debray que cette logique du chacun pour soi, c'est une logique de naufrage. Donc comment sortir de cette logique de la peur et sortir de la logique du naufrage? C'est l'opposition philosophique entre le personnage principal et le tyran. Mais il faut dire que le personnage principal, il y a un vrai développement, parce qu'au début, il prend aussi l'épée, en quelque sorte, pour se battre contre l'injustice qu'il voit. Il a un sens aigu de la justice, il veut se battre et il laisse une trace sanglante à travers le pays, en quelque sorte, et après, il se tourne vers la prière. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand tu m'as parlé de ce livre, il y avait cette phrase qui disait, comment tu disais, c'est « la vie ne se laisse pas abattre par la mort ». Et je me disais, oui, c'est ça, et en même temps, c'est aussi l'inverse. C'est la mort qui ne se laisse pas abattre par la vie. Parce que je me disais, en fait, Vasudeva, face à ce roi, il a le vrai pouvoir parce que c'est un être mortel et parce que la mort, dans sa finalité, qui met fin à tout, aux douleurs, à la torture, à tout, peut contenir un vrai pouvoir. Et surtout parce qu'ici, c'est un mortel croyant en plus.
Tu ne penses pas que ça va dans les deux sens? Ah oui, oui, tu as tout à fait raison. La figure est réversible, elle peut aller dans les deux sens et le sens de ton interprétation colle effectivement au texte même. Cette proposition-là, elle montrait la richesse de la fable aussi. C'est-à-dire que ce qui était entendu, c'est parfois dans les figures de fable ou dans les figures de conte, on a des figures qui sont des figures fixes. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui va évoluer dans un décor ou face à d'autres personnages qui sont des personnages qui en fait incarnent davantage des fonctions ou qui incarnent des symboles, qui incarnent des attributs. Et là, on a sans tout révéler, mais un combat, un dialogue entre ces deux antagonistes, le personnage principal et le tyran, où on va voir au final que l'antagoniste, le méchant, est capable de changer, est capable de changement. Donc on trouvait que c'était intéressant de voir en fait un conte, quelque chose de l'ordre de la fable, mais avec sans cesse du mouvement. Et puis cette idée aussi qui est au final ce rapport aussi à la vie et à l'existence, c'est-à-dire un débat qui est en tous et en nous aussi, quel type d'action, quel type de pulsion, quel type de principe on va mettre en place dans le rapport à l'autre. Et on voit qu'on a aussi cette opposition entre, si on dit ça d'une façon plus sécularisée, dans des termes psychanalytiques, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Voilà, il y en a un qui est clairement du côté de la pulsion de mort et qui ne sait que répondre la mort, alors qu'il y en a un autre qui propose autre chose. Et c'est cette autre chose qui aura au final le dernier mot. En tout cas, c'est un texte très profond. J'avoue, j'avais un peu du mal au début d'entrer dans le texte parce que c'est vraiment chargé de symboles, comme c'est vraiment typique peut-être pour son époque. Mais c'est un vrai plaisir de déchiffrer tout ça, de trouver tout ce qui est caché, tous ces différents niveaux. Et on a hâte de découvrir cette belle édition avec la belle couverture en février. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas.